Ma première question, donc, puisqu'on n'a pas entendu parler pour le moment de CityCart, vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est? Alors CityCart qui est devenu CityLive il n'y a pas très longtemps, qui est un nom un peu plus évocateur. Nous adressons, en tout cas merci de nous recevoir et de nous mettre en lumière, déjà c'est la première chose. On est finalement le bras armé de tout ce qui vient d'être évoqué. On livre le dernier kilomètre, je dirais même le dernier hectomètre en véhicule électrique. On est une start-up qui avons 4 mois d'existence. On livre en scooter électrique, la Paris Intramuros et la Petite Couronne. Voilà, nous adressons des marchés qui sont la foodtech, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est très pourvoyeur de livraison avec des taux de croissance extrêmement impressionnants. La partie retail également, et puis dans une moindre mesure la partie e-commerce, qui est plus complexe. On se définit comme un transporteur, je dirais, traditionnel, qui va un peu à l'inverse de ce qui se fait actuellement avec tous les phénomènes d'ubérisation. On a vraiment voulu construire notre entreprise sur des bases de transport en proposant une qualité opérationnelle, l'excellence opérationnelle, au travers d'un modèle qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure, qui est original. Voilà, que vous dire d'autre? Je crois qu'il y a une présentation qui va suivre. C'est déjà pas mal. DB Schenker, vous voyez travailler avec une société qui livre en scooter électrique? Oui, absolument, absolument. Enfin, pour une partie de nos flux, je pense que ça a été dit à plusieurs reprises. La complexité de la livraison urbaine, on l'illustre. On a du fret palettisé, on a des petits colis, etc. Et on est, on va dire, généraliste à ce niveau. Donc, effectivement, il faut que nous, on soit en capacité de pouvoir segmenter et couvrir des territoires larges. Donc, effectivement, la manière dont la structuration se fait va être dépendante de cette capacité de pouvoir prendre en compte un périmètre large. Mais on a effectivement des initiatives sur beaucoup de villes avec des livraisons en vélo, avec de la sous-traitance de livraison en vélo sur la France et sur l'Europe de manière générale. Donc oui, c'est envisageable. Et on parlait de mobilité douce, on a aussi une offre de service qui fait des livraisons en chariot électrique. À partir des enseignes où il y a des laissés-caddies, on va dans un périmètre d'1 kilomètre apporter les courses alimentaires. Aujourd'hui, vous êtes uniquement sur Paris? Il y a d'autres? Actuellement, on n'est que sur Paris, on a 4 mois d'existence. Évidemment, la volonté, si le modèle se confirme, c'est d'étendre la structure dans d'autres villes qui ont des besoins identiques. Mais Paris reste quand même quelque chose d'assez privilégié et qui est assez différente des autres métropoles françaises. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi des bases de données, enfin du renseignement, des data, très important pour pouvoir gérer, optimiser les livraisons en ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et peut-être Jérôme aussi, sur l'importance, et puis bien sûr Stéphane qui interviendra tout à l'heure, sur la nécessité de collecter des informations le plus précisément possible pour pouvoir, je dirais, livrer au plus juste vos clients? Oui, je pense qu'il y a un gros travail de fait en la matière. Je veux dire, les systèmes informatiques de l'appel de commande, finalement, de celui qui commande, qui transmet à celui qui charge, et qui transmet ensuite l'information à un transporteur, qui ensuite le transmet à son agent de livraison. Donc on a un flux de données qui est assez complexe. On a énormément amélioré les données, et je mesure l'écart finalement quand on regarde nos flux internationaux européens ou nos flux internationaux aériens, et quand on voit l'écart de la performance des données quand elles arrivent de Hong Kong ou même de Suède, ou quand elles arrivent de Montauban. Je pense que là, on mesure effectivement ce qu'on a pu faire avec toutes les normalisations qui ont été faites. Néanmoins, on a encore beaucoup à gagner en la matière. On a besoin de remonter d'informations de traçabilité vers les donneurs d'ordre et les clients des donneurs d'ordre. Et puis, on a toute une notion de dématérialisation de tout ça qui est encore et qu'on déploie. Et je pense qu'il y a une notion aussi importante qui est liée à tout ce qui est la manière dont les données sont transformées par des sociétés qui peuvent nous le gérer sur l'ensemble de la chaîne. Oui. Alors effectivement, il y a deux soucis. Il y a le souci de remonter, vous parliez de traçabilité de l'information, mais chaque opérateur travaille avec son propre système, donc se pose aussi le problème de l'interopérabilité entre les différents systèmes. Stéphane Crène, je pense que GS1 travaille déjà depuis quelques temps sur ces notions. Où en est-on aujourd'hui?
Oui, c'est vrai que l'interopérabilité des systèmes dans la supply chain, c'est le métier de GS1, de produire du commun, des interfaces communes à mettre en place, etc. Et c'est vrai que là, en fait, on vit à un moment de basculement. Le basculement, c'est la transition numérique. On vient tous du monde de la chaîne logistique, des acteurs mis en chaîne, des systèmes mis en chaîne. Et ce qu'on a outillé, c'est des interfaces pour communiquer en amont et en aval. Et ce qu'on voit arriver de façon assez prégnante désormais, ce sont les plateformes collaboratives qui mettent les acteurs en réseau et qui sont des très bons outils collaboratifs pour créer des synergies, créer de la performance dans la collaboration entre acteurs. Et en fait, il faut tout refaire. Voilà, on est à un moment où on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a un champ des possibles monstrueux, c'est-à-dire qu'on peut aller récupérer une valeur très importante, mais il faut absolument faciliter et outiller cette transformation numérique. On a souvent dit la supply chain, mais on est assez en retard en termes de transformation numérique, mais il faut aussi constater que ce qui est très compliqué dans la supply chain, c'est la multitude des acteurs et la multitude des systèmes qu'il y a là-dedans, et leur grande fragmentation et leur hétérogénéité. Et donc il faut qu'on trouve, là où c'est nécessaire, des mécanismes très universels à mettre en lien entre les acteurs et les plateformes, etc., de façon à avoir des choses qui sont fluides. Et en termes de data, et si on essaye de se raccrocher au sujet de la logistique urbaine, il y a une chose qui se joue, qui est assez importante ce mois-ci, parce que tous les pays européens vont voter à travers leurs instances de normalisation finalement la création d'un identifiant universel du colis. En fait, une des grands freins, c'est bête à dire, mais c'est que toutes les étiquettes colis sur le marché, elles sont toutes privatives en quelque sorte, elles sont toutes propriétaires, et donc on a un mal fou à faire passer des colis d'un réseau à l'autre. Donc si on veut demain utiliser des échangeurs à colis, il faut que tout le monde soit capable d'interpréter, de reconnaître les différents colis et les singulariser. Donc il faut cette étiquette colis qui va rester avec évidemment du propriétaire. On ne va pas enlever les étiquettes des uns et des autres, mais on va rajouter une surcouche que tout le monde sera capable d'interpréter de façon correcte. Et donc ça se joue là dans les semaines à venir, on est très optimiste. Donc on aura un identifiant colis. C'est l'émergence d'un nouveau standard, quoi, en fait. Oui, enfin c'est ce qu'on a sur la palette. On a le fameux SCCC sur la palette, et en fait on recrée ça au niveau du colis, là où historiquement le marché était beaucoup plus fragmenté. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des systèmes de traçabilité là aussi qui sont très propriétaires. Donc alors ça pose plein de problèmes qu'on a commencé à résoudre, parce qu'on est capable désormais de réinjecter ces éléments de traçabilité dans les systèmes des chargeurs et des donneurs d'ordre, mais par le biais d'acteurs IT qui se sont fait une spécialité finalement de comprendre tous les langages des transporteurs pour remonter ça sous une forme à peu près unique, mais par rapport à leur propre système. Et on va travailler avec tous ces acteurs IT pour créer réellement un format pivot. Donc tous les événements de transport qui ont lieu dans la e-logistique, ont lieu dans la logistique urbaine, on va essayer de proposer au marché quelque chose de très universel, parce que ces systèmes de traçabilité, c'est vraiment un outil qui est extrêmement important pour coordonner d'éventuels logisticiens qui seront en ville avec des moyens doux, donc qui seront en aval des échangeurs à colis tels qu'on vient de les nommer, donc des micro-élus dans les quartiers, et puis donc les logisticiens, les transporteurs qui resteront finalement en amont de ces élus. Donc on a besoin de coordonner finalement ces deux populations d'acteurs à travers des systèmes de traçabilité universels. Et puis il y a le troisième sujet autour de l'ID des acteurs, donc identifier les lieux. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'identifier les lieux de façon commune à tous. Donc nous, on va vers la mise en place d'une infrastructure numérique qui permettra finalement d'exposer un code unique pour chaque lieu logistique, que ce soit des plateformes logistiques, que ce soit des consignes en ville ou des micro-élus en ville, etc. Et en fait, on se pose aussi la question d'aller jusqu'au consommateur final, parce que d'avoir un identifiant transverse pour le consommateur final, ça va être la possibilité aussi de lui fournir des informations. En fait, finalement, c'est lui le bout de la chaîne, et il n'a rien à ses dispositions, si ce n'est des emails qu'on lui envoie avec des URL de tracking à droite à gauche. De temps en temps, on l'appelle pour prendre un rendez-vous, mais lui, il n'a pas son système d'information logistique. Et c'est important qu'il ait son système d'information logistique, parce que c'est important qu'il devienne en contrôle, qu'il choisisse de grouper des livraisons. En quelque sorte, une sorte de numéro de la sécurité sociale du consommateur, c'est ça ? Exactement. L'État a fait France Connect. L'État a déjà dit aux citoyens, si tu veux un identifiant qui soit commun à tous les services publics, c'est possible. Il faut qu'on fasse la même chose dans le monde logistique. Et on observe que les Allemands ont pris 1 an d'avance. Ils ont commencé à tester ces identifiants clients transverses. Et voilà, et on pense que ça, c'est très important aussi pour créer cet écosystème numérique. En matière de logistique urbaine, plus qu'ailleurs, on a besoin de communs. On a besoin d'infrastructures communes, ouvertes, et on a besoin de les outiller avec des infrastructures numériques qui le sont tout autant. Valentina.
Oui, je voulais juste rebondir sur un point évoqué par Stéphane. J'en profite pour faire aussi une petite publicité, parce que je fais partie aussi du bureau de l'AIRL, qui est l'association logistique mais académique. Et on organise le 10 octobre, on vous tiendra informé, je profiterai aussi de notre mailing list, on organise une journée WIRL, c'est un workshop industriel et chercheur en logistique, notamment sur les problématiques économie de plateforme, économie collaborative et les bouleversements pour la supply chain. D'une part, comment la supply chain s'empare de cette économie de plateforme, mais aussi tout ce qui est la problématique de livraison urbaine, ubérisation de la logistique urbaine, avec aussi, bien sûr, les retombées économiques sociales, il ne faut pas l'oublier, l'aspect social et environnemental. Donc, vous êtes déjà d'emblée invités à participer à cette journée le 10 octobre dans les locaux, non pas de SCP Europe, mais Neoma Business School. Vous voyez, on fait de la coopétition à fond. Merci Jérôme. Non, juste, je voulais rebondir sur deux sujets. Moi, il me semble d'abord qu'il y a un standard dans le dernier kilomètre qui est en train d'apparaître, de se développer beaucoup plus qu'on le pense. C'est le modèle des applications. C'est-à-dire, quelque part, le consommateur, qui soit aujourd'hui particulier et demain entreprise, voudra en permanence, comme Uber, suivre son camion, pouvoir communiquer avec le chauffeur, pouvoir donc savoir où est sa marchandise, pouvoir être informé en temps réel. Donc là, vraiment, on a une transformation grâce, je vais dire, à Uber ou Amazon Prime Now ou d'autres modèles qui permettent de suivre ce qui se passe. Donc je pense que là, on a vraiment un standard jusqu'à la notation de chauffeur. Je pense qu'avec tous les effets pervers qu'on peut imaginer, il est bien évident que c'est le sens de l'histoire. Ça me semble être extrêmement important et donc changer, je pense, un certain nombre de choses sur le fonctionnement même du dernier kilomètre. Et puis, on a également autre chose qui apparaît, c'est la complexité, finalement, des systèmes d'information. On voit que tous les transporteurs, ou un certain nombre, rivalisent avec des systèmes qui s'appellent Predict, Flex Delivery et d'autres, qui permettent aux consommateurs de changer en permanence, finalement, ses priorités. Ça va être de changer le lieu, changer l'heure, changer la date de livraison, et ce qui va complexifier encore un peu plus le vrai CDU, qui est de mettre plusieurs transporteurs concurrents entre eux, une sorte de pooling, et c'est ça le vrai CDU, des transporteurs concurrents entre eux dans le même immeuble, parce que chacun va avoir des systèmes qui ne vont pas nécessairement être interconnectés les uns avec les autres. Donc il me semble que ça, ce sont des éléments qui sont assez marquants. Et puis, pour rebondir sur l'avance de l'Allemagne, on a quelque chose de très fort en Allemagne, qui est, je suis désolé, c'est pas DB Schenker, c'est la Deutsche Post, mais qui a mis en place le Postnummer. Donc le Postnummer, c'est les priorités, c'est les choix de chaque particulier qui va permettre de choisir comment il veut recevoir des colis. Est-ce qu'il veut les recevoir chez lui? Est-ce qu'il veut les recevoir dans une consigne, dans un point relais, à son bureau? Donc il enregistre par avance un certain nombre de données qui permettent ensuite aux transporteurs de savoir exactement quelles sont finalement les exigences du consommateur. Ça aussi, c'est quelque chose vers lequel il faudra qu'on aille certainement en France. Et si on pouvait avoir en plus un système multitransporteur, ça serait formidable. Et un mot, tiens, je vais en profiter que j'ai le micro, pour dire que l'ASLOG a lancé une grande enquête auprès des collectivités locales sur leur perception de la logistique urbaine, sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, sur les travaux en cours, sur leurs expérimentations, les bonnes pratiques, et donc leur vision et connaissance du sujet. Donc cette enquête est en cours actuellement. Donc s'il y a des représentants de collectivités locales, je les invite à répondre à cette enquête, sur laquelle je crois qu'il y a déjà 20 ou 30 collectivités locales qui ont répondu, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, alors justement, Éric Petit, vous avez créé Écologie Logistique. Donc c'est une société qui accompagne les entreprises dans leur démarche environnementale, mais qui fait également du lobbying un petit peu auprès des élus. Et là, quand je dis élus, ce n'est pas les espaces logistiques urbains, mais bien le monde politique. Comment le monde politique perçoit ces évolutions? Est-ce qu'il est réceptif à l'écologie logistique ou les déclarations sont purement de l'affichage? Enfin, comment vous voyez cette relation et cette sensibilisation du monde politique par rapport à ces problèmes? Alors il faut que je me présente un peu plus, parce que avant de créer Écologie Logistique, j'ai été sur les dépôts, j'ai eu des budgets de transport de plusieurs dizaines de millions d'euros, j'ai eu des équipes de plusieurs centaines de personnes, j'ai designé plusieurs modèles de distribution, donc vous me voyez avec une cravate, mais en fait j'étais en jean pendant 12 ans. Voilà, donc je viens du terrain. Il y a vraiment l'enjeu de l'académie, c'est de vulgariser la logistique
partir de l'opérationnel, vulgariser, le rendre clair et d'aller faire du lobbying. Et là où c'est clair, c'est qu'ils ont besoin qu'on leur apporte un certain nombre d'informations, qu'on leur donne des vérités, des choses simples, compréhensibles et qui soient audibles. Voilà, donc comment on fait? Il ne faut pas tricher. Donc on a dit c'est des 0,3. Donc je sais que je vais avoir quelques mails après en disant tu ne devrais pas sortir ces chiffres-là. Malheureusement c'est vrai, donc je les sors. Mais en étant vrai, en vulgarisant et en créant des cartes, des concepts, ils écoutent, ça les intéresse. Voilà, il y a une vraie demande, un vrai besoin. J'en veux pour preuve que quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai réussi à obtenir 14 députés co-signataires à des amendements que je proposais sur la transition énergétique, alors que j'avais jamais fait ça et que je suis ni le cousin de Madame Hidalgo ni le neveu de Juppé. Il nous reste disons une grosse dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions aux intervenants? Alors je vois une première main qui se lève. Je lui tends le micro de ce pas. Bonjour, Jean-Luc Jarin, JAGL Conseil, et j'ai eu l'honneur d'être un des pionniers de la livraison du camion électrique en Europe. Le modèle qu'on a développé il y a 10 ans maintenant avec Oderet est aujourd'hui copié dans beaucoup de grandes villes européennes. Ma question, Monsieur Chameroy, je vois le mouvement que vous faites avec DB Schenker et je le constate dans beaucoup de transporteurs, qui consiste à dire quand on va en ville, on va essayer de trouver un autre partenaire pour livrer le monocolie. Est-ce qu'en fait, tout ça, c'est tout simplement parce que c'est pas rentable ? Oui, effectivement, hein, la réponse est avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la typologie de véhicules qu'on a dans les villes, le coût du stop pour ce petit colis n'est pas rentable. Oui, il faut le dire, c'est très clair. Effectivement, il faut qu'il y ait des organisations qui soient montées autour de ça pour pouvoir livrer ces petits colis et qu'on arrive à un seuil qui correspond au coût de production. Donc partenariat effectivement sur certaines villes, mais après des montages en propre dans d'autres villes, hein, avec des solutions, avec des vélos principalement, hein, pour notre part. On a aussi des solutions à pied dans d'autres pays. En Suède, on a mis en place des livraisons à pied. En France, des solutions vélo. Mais c'est vrai que la question du coût, il n'y a pas de secret, le transport logistique, la marge est extrêmement faible. Et quand on peut effectivement se rendre plus productif sur un tronçon de notre exploitation, effectivement, on va essayer de trouver ces partenariats. Donc oui, on est effectivement en recherche de partenariats sur cette partie-là, qui est une partie croissante pour tout le monde, et on fait pas, et on est dans la même mouvance que la plupart des autres transporteurs ou commissionnaires de transport. D'autres questions ? Juste si je peux compléter, par rapport à notre modèle à nous de CityLive, et justement on ne s'inscrit pas dans l'uberisation, on n'est pas sur un modèle de course à course où tout un tas d'intermédiaires se rémunèrent sur la course, on est vraiment la vocation d'être une vraie entreprise de transport en internalisant nos collaborateurs, du livreur jusqu'à l'encadrement. On a 40 personnels actuellement, on a autant de scooters électriques. Pour l'instant, je parlais de scooters électriques, mais on est parti sur la mobilité électrique, voire mobilité douce, comme je le disais tout à l'heure, avec nos chariots électriques, les CityCart, les fameux noms à l'origine. Notre modèle économique n'est pas une rémunération à la course. On met à disposition un scooter et son livreur au niveau mise à disposition horaire. Et on travaille avec le donneur d'ordre à augmenter la productivité. Et là, la plateforme Internet, l'informatique, devient un support pour piloter la performance et pour augmenter la productivité. Voilà. Donc c'est un modèle différent de ce qui existe et ce qui est en vogue actuellement. On essaye de rentrer, et on est en train de rentrer dans la food tech avec ce modèle-là. Donc ça veut dire que ce modèle à la place contribue au fait que, on offre aussi un service de livraison électrique. Oui, là, voilà, c'est le petit CityCart qui est le petit chariot électrique que l'on souhaite promouvoir auprès du marché qu'on appelle la grosserie. Philippe Payen, Tecablou, on est dans la mesure, dans la simulation de plans d'action et dans le suivi de ces plans d'action plutôt orientés chargeurs. Ma question est plus pour Jérôme ou Éric Petit. Donc un peu en termes de lobbying, on constate vous nous avez bien montré ce matin la diversité des contraintes, hein, la congestion, encombrement, le bruit, la pollution, le CO2. Et en face de ça, des initiatives qui partent dans tous les sens de la part des collectivités. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces énergies ne soient pas
que liées à des effets de mode, liées à des enjeux médiatiques, mais un peu plus centrées sur du rationnel et des décisions, ce que vous avez commencé à nous exposer avec DB Schenker. Comment aller plus loin dans ce domaine-là, canaliser les énergies des élus. Je vais essayer de répondre, c'est un vaste sujet. Déjà, on a une hétérogénéité dans la connaissance du sujet dans les différentes villes. On va avoir un certain nombre de grandes villes où on va avoir quelques personnes qui vont bien comprendre quand le sujet de la logistique urbaine, elle se compte souvent dans les villes sur les doigts d'une main. Donc on a déjà toute une phase d'explication, finalement, que la solution, c'est pas nécessairement de mettre des petits véhicules électriques partout, même si on serait heureux qu'il y en ait. Mais c'est pas la solution unique. Donc on voit que déjà ça, il faut l'expliquer. Dire bah oui, mais s'il faut 3, 4, 5 fois plus de véhicules pour faire la même chose, ça va pas marcher. Donc quelque part, il y a une phase, je pense, d'explication. Hein. Et puis ensuite, il y a une phase de travail en commun. C'est pour ça moi j'adhère complètement au modèle de charte, on l'appelle comme on veut, mais en fait ce sont des groupes de travail en commun où on va mettre autour de la table les collectivités locales, les professionnels du transport, parce qu'ils sont les premiers concernés, évidemment, c'est eux qui livrent. Et peut-être d'ailleurs, si j'écoute bien, il faudra mettre les sous-traitants d'ailleurs, parce que eux on les oublie souvent, c'est vrai. Hein, et ils sont également directement impliqués. Hein, et puis les commerçants ou les clients finaux, c'est un peu plus compliqué le particulier, mais bon, il peut être représenté. Mais enfin, donc quelque part au moins les commerçants et les entreprises aient leur mot à dire. Parce que ma vision des choses, mais bon. Oui. Alors, juste pour compléter, je crois qu'il faut réussir à vraiment trouver des consensus entre les acteurs. J'ai des députés qui m'ont dit que le mardi matin, tous les mois, arrivait un certain nombre d'entreprises et qui poussaient des actions, qui poussaient des messages qui étaient contradictoires les uns avec les autres. Et ce qui devient complètement inaudible et inapplicable pour le législateur. Donc en effet, ça peut passer par des chartes, ça peut passer par des travails en commun, mais il y a un besoin en fait de casser les lobbies. Excusez-moi, je vais compléter aussi une donnée qui peut être intéressante. L'être humain a tendance à voir l'évolution de manière linéaire. 1 plus 1 plus 1, etc. C'est une courbe linéaire. Tandis qu'on est devant, à mon avis, une courbe qui est plutôt exponentielle. Le changement, en ce moment, est exponentiel. Et on est dans cette phase où la courbe linéaire va encore plus vite que la courbe exponentielle. Donc on est dans cette partie de flottement entre les deux, avant d'avoir décollé. Et c'est pour ça qu'on se cherche globalement, tous. Et c'est pour ça que le travail en commun est extrêmement important pour gérer le moment où ça va décoller. Et le parallèle, c'est les smartphones. On avait des smartphones avant que les applis arrivent. On se demandait ce qu'on allait faire avec ces téléphones hyper sophistiqués. Et maintenant, on ne se pose plus la question. Déjà, je voulais répondre à la première question du modèle B2C, est-il économiquement viable ou pas? D'abord, moi, je n'ai pas la réponse. Alors, je suis Christophe Durnois, je travaille chez Geodis, et en charge de la distribution urbaine et du RSE. Mais je répondrai exactement comme le monsieur, j'ai oublié votre nom, mais Chameroy. Donc, effectivement, c'est le modèle business qui compte. Je pense qu'on a des modèles business assez proches de DB Schenker en termes organisationnels. Quand on met un colis dans un 12 tonnes, bah effectivement, sa livraison n'est pas rentable. C'est simplement le modèle économique qui n'est pas adapté, à la livraison du B2C. Donc voilà. Donc effectivement, on cherche à trouver des partenariats ou à des accords ou à des visions différentes, ou soi-même à se créer des propres organisations internes pour pouvoir pallier à cette augmentation de volume. Moi, je voulais parler un peu aussi à Jérôme du CDU. Alors, avec DB Schenker, on a essayé de faire un CDU. Malheureusement, nos directions, il y a 2 ans, n'étaient pas encore mûres à la coopération, puisqu'on a essayé de répondre en commun sur un appel à manifestation d'intérêt qui était Grenoble. Voilà. Donc, malheureusement, je crois que nos directions respectives n'étaient pas encore matures à vouloir mutualiser 2 compétiteurs qui sont généralement assez en frontal. Donc voilà. Donc, mais je pense que ça avance. Voilà. Mais je voulais aussi également parler de l'expérience du CDU, et je voulais que peut-être Jérôme fasse une intervention de City Logistique, puisqu'il a été mis en avant pendant 3 ans ou 4 ans, et malheureusement,
On s'aperçoit qu'à Lyon, il a déposé les armes, certainement pour des raisons économiques. Donc je voulais que Jérôme nous dise un peu s'il a un peu plus d'informations sur cette partie-là ou comment il voit malheureusement cet échec, qui est un échec. Voilà. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que, ce qui est un peu d'ailleurs d'un côté rassurant, c'est que les bonnes initiatives de logistique urbaine viennent souvent du privé. Donc on a eu City Logistics, on a CityLive par exemple. Ce sont finalement des entrepreneurs privés qui prennent des bonnes initiatives et ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont simplement cru en un modèle, et on sait que le modèle de City Logistics, c'est le modèle du CDU, donc multi-transporteur, même s'il a été soutenu à Lyon par des collectivités, c'est un projet privé. Il s'est en effet, donc pour moi, arrêté. Alors je sais qu'il y a eu quelques difficultés internes, mais ça c'est une chose. D'après ce que j'ai compris, mais je ne vais pas parler en leur nom, j'en sais rien. Je sais que quelque part le modèle économique au bout ne marche pas pour une simple raison, c'est que si on veut des vraies mutualisations multitransporteurs, des vrais CDU, il faut aussi qu'il y ait une réglementation qui soit extrêmement contraignante derrière et qui soit incitative pour ces solutions. Or, aucune ville aujourd'hui n'est prête à prendre ces mesures, notamment quand on voit la problématique du commerce de centre-ville dont je parlais. Et on voit plutôt qu'on a d'ailleurs un effet inverse dans de très très nombreuses villes qui réouvrent la mobilité aux voitures quand même. Alors que pendant des années, on a fermé la ville aux voitures. On voit de très très nombreuses villes, notamment des villes moyennes, alors ce n'est pas le cas de Lyon, mais qui réouvrent la ville aux voitures pour faciliter l'accès au commerce de centre-ville en disant c'est la solution miracle pour que les commerces de centre-ville vivent encore. J'en suis pas sûr, mais c'est la réalité qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a une très longue liste de livres de villes qui sont dans ce cas-là. Ça reste une très belle opération. Donc ça reste une très belle réussite, sauf que économiquement au bout, on constate que au bout effectivement l'actionnaire principal voulait plus boucher les trous, c'est tout. Il faut dire la réalité des choses. Donc c'est la réalité. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut en faire un modèle rentable. Donc il faut peut-être aller voir du côté de outre-Manche, peut-être. Regardez, il y a des CDU rentables en Angleterre, il y en a en Hollande. Il faut poser la question. En Allemagne, ils ne l'ont pas été, ils ont tous fermé, donc il y en avait une vingtaine. En Italie, il y en a encore 2 ou 3 qui restent, qui sont soutenus à bout de bras par des subventions. Combien de temps, je ne sais pas. En tous les cas, ça prouve que tout cela n'en est qu'à son commencement. Contrairement à cette matinée qui va toucher à sa fin, je voudrais simplement, avant de passer la parole pour la conclusion à François Régis, vous dire que si vous souhaitez poursuivre le débat, Supply Chain Magazine organise le 12 mai prochain, cette fois-ci à l'Université Paris-Dauphine, une conférence sur la réduction du CO2 dans le transport, à laquelle participe également Jérôme Libeskine et également TK Blue, Philippe Mangeard, qui interviendront sur ce sujet, mais également l'ensemble des constructeurs de véhicules industriels qui nous expliqueront les avancées technologiques susceptibles de remplacer à terme le diesel, notamment tout ce qui est électrique et gaz naturel, biogaz, etc. Voilà. Et dans un deuxième temps, également, les fournisseurs d'énergie seront présents pour nous expliquer où ils en sont dans la mise en place des réseaux et des infrastructures pour supporter cette mutation. Voilà. Merci, messieurs.